le journal Seydou Fomba. Bonjour. Lutte contre le terrorisme, les forces armées maliennes ont infligé ces jours-ci une lourde défaite aux terroristes dans la zone de Tessit. On dénombre plusieurs morts, des armes et des dépôts de carburant ont été détruits par les forces armées maliennes. Comment renforcer la collaboration civilo-militaire pour une meilleure sécurité? La question était au centre d'une rencontre qui avait lieu à Ségou. Les représentants de plusieurs régions y ont pris part. Sport, beaucoup de football ce samedi avec le CHAN 2023, les tournois IFOA de zone A et les championnats européens. Famourou Djourté nous en dira tout en direct. Chronique culture et société, nous allons nous intéresser au patrimoine Touré. C'est avec Cheikh Sangari. Auditrices, auditeurs, bienvenue. Sachez tout d'abord que le président de la transition du Burkina Faso, Paul-Henri Damiba, arrive aujourd'hui à Bamako pour une visite officielle de quelques heures. Au cours de son séjour, il aura un entretien avec son homologue malien, le colonel Assimi Goïta. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre reporter Ibrahima Traoré. Je vous l'annonçais dans le titre, les FAMA ont infligé ces derniers jours une lourde défaite aux terroristes dans la zone de Tessit. Le bilan fait état de plusieurs morts et de nombreuses armes, ainsi que des dépôts de carburant détruits du côté des assaillants. Et cela au moment où le commandant du théâtre Est de l'opération Maliko était en visite à Tessito, Labezanga, en Songo. Le colonel Famouké Kamara voulait s'assurer de l'effectivité du dispositif sécuritaire en cours pour le maillage du territoire national et transmettre les messages du commandement militaire aux troupes sur le terrain. Suivez ce reportage de la DIRPA avec la voix d'Agali Agissa. Être plus près des troupes sur le terrain. Voilà certainement le sens de cette tournée du commandant du théâtre Est de l'opération Maliko à Lebezanga et Ansongo. Le voyage a permis au chef militaire d'échanger avec les hommes sur le terrain. Il s'agissait pour le colonel Kamara de s'assurer du bon déroulement des opérations et de recenser les difficultés. Colonel Famouké Kamara, commandant du théâtre Est de l'opération Maliko. Dans un premier temps, c'était de s'assurer de l'effectivité du renforcement des capacités qui sont en cours. Également, c'était de restituer la tournée du chef d'état-major général des armées dans les différents camps. L'impression, c'est que la troupe elle est très réceptive, elle est plus que jamais déterminée. À Labezanga, qui est le poste le plus avancé du côté du Niger, la troupe a exposé quelques besoins qui, effectivement, la prise en compte, c'est en cours. Durant cette mission, un détachement de FAMA a été victime d'une attaque dans la zone de Tessit. Et la réponse des militaires maliens a été prompte et violente. Colonel Issa Bagayogo, commandant du secteur 1 de l'opération Maliko. Notre détachement a rencontré l'ennemi et nous leur avons infligé des pertes énormes. Nous avons connaissance de certains corps de l'ennemi qui gisent encore par endroits et nous allons continuer à les chercher. Et les blessés de l'ennemi également seront recherchés partout où ils se trouvent pour pouvoir les mettre à la disposition des structures sanitaires d'abord parce que c'est le DIH et ensuite les enquêtes se poursuivront pour pouvoir démanteler le réseau des terroristes. Colonel Famouké Kamara, commandant du théâtre Est de l'opération Maliko. Nous allons chercher les terroristes jusque dans leur base. C'est ce qui s'est passé entre Tessit et l'Elewé, où une base terroriste a été détruite. Il y a de nombreuses pertes au sein de ces groupes terroristes, à savoir environ une cinquantaine de combattants laissés sur le lieu de combat, morts, et beaucoup de motos détruites. Comment renforcer la collaboration civilo-militaire pour une meilleure sécurité et renforcer du coup la confiance entre les militaires et les populations dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme? La question est au centre d'une rencontre initiée par Tirak Sahel, Institut de recherche et d'analyse pour la transformation du conflit au Sahel et ses partenaires à Ségou. Ce dialogue s'inscrit dans le cadre du projet Action Jeunesse pour la prévention de la lutte contre l'extrémisme violent. On prit part à la rencontre les représentants des régions de Ségou, San, Douazan et Badjangara. Reportage Fousséni Samake. Le dialogue fait partie des armes les plus puissantes dans les processus de paix et de sécurité au Mali.
C'est ce qui justifie cette rencontre entre les acteurs de la paix et la sécurité des régions de Ségou, San, Douanza et Badiangara. Ce dialogue civilo-militaire vise à contribuer au renforcement de la collaboration entre les civils et militaires pour consolider la confiance entre eux dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Souleymane Satigui Sidibé, président de Tirac Sahel, Institut sahélien de recherche et d'analyse pour la transformation du conflit. Ce dialogue vise à créer un sentiment de confiance d'abord entre les forces de défense et de sécurité et la population civile. Ce renforcement des liens de confiance permettra à la population civile d'être aussi un acteur de prestataires de services de sécurité. Cette initiative de Tirac Sahel et les FAMOC, force d'appui au moteur de changement, s'inscrit dans le cadre du projet Action Jeunesse pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Capitaine Chekou Nyakate, commissariat de police de Douanza. Ça peut nous aider dans nos missions régaliennes, surtout quand les civils et les militaires travaillent ensemble. Nous demandons la bonne collaboration de la population. Contrôleur général Alassane Traoré, gouverneur de la région de Ségou. On peut faire la guerre par le dialogue. Et dans une crise complexe comme celle que connaît notre pays, nous ne pouvons parvenir à retrouver un état sûr pour chaque citoyenne, chaque citoyen, si nous n'apprenons pas à nous parler et à coordonner nos efforts. Ségou, Fousseini Samake et Bakary Traoré pour l'ORTM. Direction région de Sikasso à présent pour parler de la campagne agricole 2022. L'espoir est permis au regard de l'état végétatif des champs, cela malgré quelques difficultés de démarrage. C'est ce que disent en tout cas les services techniques que l'ORTM Sikasso a rencontré compte rendu. C'est Kokonaté Amadou Doulou. Située au sud du Mali, la région de Sikasso est une zone d'agriculture par excellence. Ses sols et sa pluviométrie favorisent cette activité. Et les producteurs sont répartis entre plusieurs spéculations, de la céréaliculture à la cotonculture, en passant par les fruits et légumes. Pour la campagne agricole 2022, la tradition est toute respectée. Moussa Dambélé, chef du bureau statistique, suivi et évaluation de la direction régionale de l'agriculture de Sikasso. Actuellement, la quantité de pluie recueillie à Sikasso est de 887,3 mm, contre 891,7 mm l'année dernière. Les quantités de pluie ici sont quand même relativement les mêmes, mais cette année, il y a eu une très bonne répartition des pluies, donc dans le temps et dans l'espace. Ces immenses superficies emblavées présentent un état physique assez appréciable. Cela malgré le retard constaté dans l'installation des pluies et des intrants. Moussa Dambélé, chef du bureau statistique, direction régionale de l'agriculture Sikasso. Vraiment, l'espoir est là pour le moment. Si quand même la pluviométrie continue à ce rythme où nous sommes, vraiment, nous pouvons quand même s'attendre à une production. Abdoulaye Bamba, président de la Chambre régionale d'agriculture de Sikasso. Par la grâce de Dieu, on peut quand même faire un petit ouf de soulagement ce qui concerne la campagne agricole de cette année. En fait, on a eu un début un peu tumultueux en ce qui concerne la pluviométrie. Et la pluie ne s'est pas tellement installée à convenance. Mais après encore, on a été confronté à l'appui du gouvernement qui est l'engrais subventionné, qui n'est pas aussi arrivé à temps. Bon, quoi qu'il en soit, après, on a vu que ces retards ont été corrigés à suffisance parce qu'on a reçu une quantité d'engrais subventionnés. Ensuite, la pluie aussi a été au rendez-vous. Dans la zone cotonnière qui renferme Sikasso et Bougouni, où plus de 301 000 hectares de coton ont été emblavés sur 317 000 prévus, le constat est le même, malgré les menaces parasitaires. Kabaou Dolo, administrateur général filiale sud CMDT Sikasso. Sur le plan pluviométrique, vraiment les pluies ont été régulières. Du début jusqu'à l'aspect végétatif est bon dans l'ensemble, mais on a vraiment beaucoup de problèmes par rapport aux parasites. Il y a un type de parasite qu'on appelle le Jacobiella, c'est un piqueur cicère, c'est un petit insecte qui est connu, mais cette année il y a eu une prolifération de cet insecte au niveau des parcelles de coton. Quant au programme maïs, sorgho, petit mil, fourrage et soja, les prévisions ont été largement dépassées et l'espoir est permis. Kabaou Dolo, administrateur général, filiale sud CMDT Sikasso. On va continuer à nous battre pour éliminer l'ennemi. La direction d'ailleurs a commandé spécialement du Thalis, un produit qui est très efficace contre cet insecte. C'est même venu. Donc dès maintenant, on va mettre ça à la disposition des producteurs. Ce produit, normalement, doit pouvoir indiquer l'évolution de ces parasites-là. Il ne faut pas que les gens se fient au système de traitement classique pour dire que vraiment, après le 35e jour, on fait chaque 14 jours un traitement. Non.
l'IR nous a recommandé de faire un traitement tous les 7 jours, chaque semaine, et avec les produits indiqués. Reste donc à prier afin que le ciel soit au rendez-vous jusqu'à la fin du mois de septembre. Sikasso, Sekou Konaté et Amadou Dolo pour l'ORTF. Une interprofession Fonio existe désormais au Mali. L'Assemblée générale constitutive de l'interprofession en question a mis en place un bureau composé de différents acteurs de la filière Fonio. La mise en place de l'interprofession Fonio a bénéficié de l'accompagnement et de l'encadrement de luxe développement conformément aux principes qui régissent l'installation des organisations interprofessionnelles. Le reportage Nuhu Sissoko. Cette assemblée générale constitutive de l'interprofession Fonio du Mali a regroupé 30 délégués des confédérations de producteurs, de transformateurs et de commerçants de Fonio. Ces délégués ont mis en place un bureau de 15 membres pour un mandat de 5 ans. Cette équipe doit s'atteler au plus vite à une meilleure organisation de la filière pour qu'elle soit plus rentable. Boba Abed Nego Dakuo, président de l'interprofession Fonio. Revoir l'organisation de cette culture, parce que dans la coutume, les gens ont fait cultiver le fonnier sur les terres pauvres, qui fait que aussi le fonnier n'a pas de rendement. Aujourd'hui, nous sommes classés 3e en fonio, après le Nigeria et la Guinée. Issa Togo, représentant de l'APECAM. Vous aurez pour rôle de représenter la filière auprès du pouvoir public, des partenaires techniques et financiers, et produire, commercialiser et collecter les fonnios partout dans le territoire malien. Le processus de mise en place de l'interprofession Fonio du Mali a bénéficié de l'accompagnement des services techniques de l'agriculture et de l'X Développement, l'agence luxembourgeoise pour la coopération au développement, dans le cadre de son projet Mali 21 intitulé Développement rural et sécurité alimentaire. Stefano Capotorti, assistant technique filière à LuxDev Mali. La phase initiale de Mali 21 avait appuyé 3 filières, dont le Fonio. Il s'agissait d'améliorer la qualité des semences et les volumes de production pour répondre à la demande soutenue des marchés urbains, tout en augmentant la qualité du Fonio. Daniel Simeon Kelema, secrétaire général du ministère du Développement rural. La conquête du marché, déjà considérée comme un objectif de production et de transformation du Fonio, ne pourra connaître le succès recherché que lorsque les acteurs de la filière, bien organisés, bien formés et bien équipés, seront capables de mettre sur le marché des produits répondant aux standards de qualité et de présentation. L'Assemblée générale a aussi mis en place les organes de gestion et validé les projets de statut et règlement intérieur de l'interprofession Fonio. Radio Mali, 13h13. Actualité hors du Mali au Gabon, la semaine africaine du climat s'est achevée hier à Libreville. Elle avait été lancée lundi dernier et a mobilisé plus de 2000 représentants de plusieurs pays, d'ONG et de la société civile. Pendant une semaine, près de 200 ateliers ont été organisés pour réfléchir sur d'éventuelles solutions contre le dérèglement climatique. Il s'agissait aussi de discuter de la position africaine pour la prochaine conférence sur le climat COP que l'Égypte accueillera en novembre. Les pays africains ont unanimement reconnu que la prochaine COP ne devrait pas être une rencontre de promesses, mais qu'il était plutôt temps de passer à l'action. Il a été rappelé que l'Afrique, avec seulement 3% des émissions de gaz à effet de serre, subit durement les effets du changement climatique. L'Afrique souhaite donc que les pays industrialisés changent leur modèle économique afin de faire baisser le réchauffement climatique. L'Union du Maghreb arabe a l'épreuve des tensions entre le Maroc et la Tunisie. Cette structure fondée il y a 33 ans et qui siège à Rabat au Maroc est l'une des 8 structures régionales en Afrique. Son rôle consiste à rapprocher politiquement et économiquement les 5 pays membres du Maghreb, fortement affectés déjà par les différends entre Alger et Rabat sur la question du Sahara occidental. Cette structure pourrait-elle survivre à la nouvelle crise entre Rabat et Tunis en raison de l'invitation adressée par cette dernière à Brahim Ghali, le chef du Polisario. Selon les observateurs, si la tension permanente entre le Maroc et l'Algérie a laissé des traces profondes sur le rôle de ces structures régionales, l'état actuel des relations diplomatiques entre les 3 pays du Maghreb la met dans un état de mort cérébrale
disent les observateurs. Au Kenya, au dernier jour des auditions sur la contestation des résultats de la présidentielle du 9 août dernier, la défense de Raila Odinga a affirmé hier que les résultats du scrutin ont été manipulés par des pirates informatiques. Le camp de l'opposant accuse la commission électorale de n'avoir pas pris en compte les résultats d'au moins 27 des 290 circonscriptions. La Cour suprême rendra son verdict lundi prochain. Sa décision, qui sera prise à la majorité des 7 juges, offre 3 options. Si la Cour suprême constate des irrégularités substantielles qui ont pu affecter les résultats annoncés par la commission électorale, elle peut annuler l'élection et ordonner une nouvelle élection. Selon la Constitution, ce nouveau scrutin doit se tenir dans les 60 jours prochains. Et si elle considère notamment que William Ruto n'a pas obtenu les 50% de voix, elle peut ordonner la tenue d'un deuxième tour que le pays n'a jamais connu, qui doit se tenir dans les 30 jours qui suivent. Elle peut également valider l'élection de William Ruto. Ce dernier prêterait alors serment le 13 septembre. Il est là avec moi dans ce studio, c'est pour faire le tour de l'actualité sportive. Il s'appelle Famourou Djouti. Bonjour Famourou. Bonjour Seydou Fomba. Alors beaucoup de football. Aujourd'hui, nous allons commencer par le CHAN 2023. Les aigles locaux accueillent la Sierra Leone ce samedi au stade du 26 mars au compte du match retour du dernier tour des qualifications. Oui, déjà à l'aller, il y a une semaine, les nôtres s'étaient imposés en déplacement 2-1. Les aigles locaux en ballottage favorable se sont idéalement préparés pour atteindre l'objectif qui est la qualification. Arju Matina pour plus de détails. Finaliste de la dernière édition du CHAN au Cameroun, le Mali est pour l'instant concentré sur l'acquisition de son billet pour la phase finale du Championnat d'Afrique des Nations 2023. Victorieux 2-1 face à la Sierra Leone au Libéria, les aigles locaux, dès leur retour au pays, se sont mis rapidement au travail pour mettre tous les atouts de leur côté en vue d'obtenir la qualification ce samedi contre la Sierra Leone. Noum Diané, sélectionneur des aigles locaux. Déjà, il y a eu un match et voir réellement quels sont les points positifs et quels sont les points négatifs par rapport à ce match-là. Et je pense que aussi sur le plan mental, que les joueurs restent concentrés. Le plus important le samedi, c'est quand même d'avoir la qualification et de tout mettre en œuvre pour qu'on puisse avoir la qualification. Les rencontres à domicile pèsent souvent sur les épaules des joueurs qui rentrent sur la pelouse avec l'idée de très bien jouer et de gagner avec la manière. Le staff technique, déjà en terrain connu, rassure avoir travaillé les différents paramètres pour éviter le match piège. Noum Diané, sélectionneur des aigles locaux. En réalité, les compétitions africaines, les choses ont tellement évolué maintenant que tu joues à domicile ou à l'extérieur, le plus important, c'est de répondre présent des jours J. Nous, on va essayer réellement de préparer les joueurs parce que souvent, c'est pas facile. De jouer à domicile, je sais, la pression est tellement énorme. Il faut gérer tout ça, il faut positiver. Notre rôle, c'est quand même de parler aux joueurs. Le technicien malien, pour cette manche retour, a fait appel à quelques joueurs, dont l'attaquant Djulubis Ousmane Koulibaly Di Kalaba, qui n'était pas du voyage pour renforcer davantage le groupe. Mali-Sierra Leone, coup d'envoi de la rencontre ce samedi à 16h au stade du 26 mars de Irimadjo. Outre le match Mali-Sierra Leone, d'autres rencontres sont à suivre également ce samedi, notamment Nigeria-Ghana. Oui, le Nigeria compte une finale de CHAN et une 3e place, alors que le Ghana a disputé 2 finales de la compétition. Toutefois, l'une de ces grosses nations restera à quai puisqu'elle s'affronte ce samedi en barrage retour de qualification. Les Black Stars ont cependant un net avantage sur les Super Eagles. Le Ghana a remporté la manche aller 2-0. Le Nigeria partira donc dos au mur à l'heure d'aborder cette confrontation. 4e du dernier CHAN en 2020, les Lions indomptables locaux n'ont pas droit à l'erreur. Le Cameroun reçoit la Guinée équatoriale. Les Camerounais s'étaient inclinés 1-0 à l'aller. La mission est donc claire pour le Cameroun. Il faudra gagner par plus d'un but de quart pour se qualifier ou alors un succès 1-0 et direction les tirs au but. En face, la Guinée équatoriale cherche sa 2e qualification au CHAN. Outre le Nigeria, le Ghana ou encore le Cameroun, un autre habitué du CHAN sera sur le pont pour ces barrages. Il s'agit de l'Ouganda. Les crânes locaux comptent déjà 5 participations à la compétition et tenteront ainsi d'en décrocher une 6e.
Pour ce faire, il faudra confirmer le succès acquis en Tanzanie à l'aller 1-0. Alors, nous allons rester dans ce domaine, le domaine du football, mais pour parler d'une autre compétition, le tournoi UFOA Zone A, Mauritanie 2022, le Mali fait sa deuxième sortie cet après-midi, c'est face à la Guinée-Bissau. Oui, victoire 3-0 contre la Sierra Leone lors de son entrée en matière. Le Mali joue ce samedi contre la Guinée-Bissau au compte de la deuxième journée dans le groupe A. Les Aiglons du Mali sont en tête du groupe avec 3 points à égalité avec la Mauritanie et grâce à une meilleure différence de but, +3 contre +1. Les joueurs du sélectionneur Demba Mamadou Traoré doivent assurer les 3 points de la victoire aujourd'hui avant de croiser le fer avec le pays hôte, la Mauritanie, lors de la 3e journée. Guinée-Bissau-Mali, c'est à 20h30 GMT. Nous allons changer de continent. Nous sommes à présent en Europe. Les affiches de haute facture sont au programme dans les grands championnats européens ce week-end. Et oui, la 6e journée de la Premier League anglaise sera palpitante. Manchester United, Arsenal est le grand choc de ce week-end. Les deux formations vont en découdre ce dimanche à 15h30 GMT. Il y a également le derby de la Mersey, Everton-Liverpool, qui se joue en ce moment. Et puisque ça va être très chaud également en Italie ce week-end, puisque les deux plus grands clubs de la ville lombarde vont s'affronter ce samedi, comptant pour la 4e journée de la Serie A. Il s'agit du Milan AC et de l'Inter Milan. La Ligue 1 française offre aussi de belles affiches. Les Parisiens, champions en titre, chercheront à maintenir leur début de saison invaincu face aux Canaries du FC Nantes ce samedi. L'AS Monaco de Mohamed Kamara, le Malien, fera face à Nice ce dimanche à 18h45 GMT. Les deux formations connaissent un début de saison difficile. Un mot de tennis, Serena Williams a annoncé ce vendredi, après son élimination au 3e tour de l'US Open, qu'on ne la reverrait plus, alors vraisemblablement plus sur le court de tennis, n'est-ce pas, Famour? Oui, à la question « Allez-vous revoir votre décision de prendre votre retraite ?» La championne aux 23 titres du Grand Chelem a répondu « Je ne pense pas, mais on ne sait jamais ». Serena Williams, qui aura 41 ans le 26 septembre, avait annoncé au début du mois d'août qu'elle cesserait prochainement la compétition sans dire ni où ni quand. Le major new-yorkais où elle a remporté en 1999 à 17 ans le premier de ses 23 titres du Grand Chelem semble être la porte de sortie idéale. Pas d'autres nouvelles, Famourou? C'est l'essentiel. Alors, merci à vous, Famourou Djourté. Chronique Culture et Société. La chronique Culture et Société s'intéresse ce samedi à un patronyme. Il s'agit du patronyme Touré, un patronyme qui est très répandu au Mali du nord au sud. Les Tourés, qui sont dans la partie septentrionale, sont des Armas. À entendre par Armas, les descendants des conquérants marocains restés au Mali après l'invention marocaine en 1591. Dans la chronique Culture et Société, en rediffusion, nous ouvrons donc une fenêtre sur les Armas et leur patronyme. Le dossier est signé Cheikh Oumar Sangaré et Najim Babassissé. Le mot Arma est intimement lié au mot arme. D'aucuns disent que Arma est la déformation du mot armé, tandis que d'autres parlent de porteurs d'armes de l'armée marocaine. Les Armas sont les descendants des combattants de l'armée marocaine composés de Marocains et de mercenaires andalous et italiens. Après l'invasion marocaine de 1591, les guerriers sont restés dans la boucle du Niger et se sont fondus dans la population autochtone. Les métis issus de ces brassages sont les Armas et ont pris comme nom de famille les noms des localités marocaines comme Tanger, Assarchi ou Djebel. Ibrahim Khalil Touré dit l'enfant, notable à Tombouctou. Ils gardaient quand même leur nom d'origine parce qu'au Maghreb, on ne connaît pas le nom de famille. Donc ceux qui sont venus du Djebel, le Djebel marocain, on les appelait Al-Djoubarkoué, parce qu'ils viennent de ce lieu, le Djebel. Dans la tradition dialectique ici, on ne prononce pas comme il faut, on dit Al-Djoubarkoué. Donc, Assarchi aussi, c'est une région du Maroc. Adraoui, c'est l'oued de Dra, l'oued de Dra du Maroc. Donc, tous ceux qui sont venus, qui sont originaires de l'oued de Dra, on les appelle Adraoui. Et ceux aussi auxquels on a collé le patronyme de Al-Bassa. Al-Bassa parce que c'est des petits-fils au Pacha
Ceux qui sont originaires de Tanger, on les appelle Tandina. Tandina, Aljubarkoui, Fassoukoi, Adarawidje, Assarki sont entre autres des patronymes arma. L'ensemble de ces patronymes se retrouve sous le nom générique Touré qui désigne tous les armas. Ibrahim Khalil Touré dit l'enfant, notable à Tombouctou. Ils ont conquis, ils ont vécu, ils ont donné naissance, comme on dirait, à une descendance. En un mot, c'est-à-dire qu'ils se sont fondus dans la population, donc il leur fallait un patronyme. Tous les armas, bien que chacun connaît, c'est-à-dire son lieu d'origine, d'où il vient, parce que c'est les métis des premiers conquérants de la population qu'on a trouvé sur place, qu'on appelle les armas. Donc ceux-ci-là, on leur a donné le nom de Touré. Cependant, on retrouve également le patronyme Touré au sud du Mali. Plus loin dans l'histoire, c'est l'un des patronymes de la grande famille maraboutique de Ouagadou. D'ailleurs, dans son origine en langue soninké, Touré désignerait éléphant. Ibrahim Khalil Touré dit l'enfant, notable à Tombouctou. En fait, on rencontre des Tourés aussi bien dans la boucle du Niger, c'est-à-dire les Armas. On en rencontre également, c'est-à-dire dans le Manding. Alors c'est pour dire que ce n'est pas les mêmes peuplements, mais seulement comme c'est un nom qui figurait dans le Manding, et c'est un nom qui était connu dans le Soudan, il fallait quand même leur donner un nom de guerrier, et c'est comme ça que le patronyme de Touré a été donné aux Armas. Mais de l'autre côté, on leur dit Touré Mandé Mouri. L'influence de la culture arma est omniprésente dans presque tous les secteurs socio-culturels à Tombouctou. À Gao, il conserve encore la chefferie traditionnelle nommée Gawal Keido. Voilà, c'est tout pour ce journal. Un journal qui vous a été présenté par Seydou Fomba avec la complicité technique d'Abse Traoré. Mise en ligne, Sekou Traoré, une affaire de Traoré donc, c'est samedi. Et réalisation de ce Baba Diarra, lui n'est pas Traoré, heureusement. Coordination Brahma Traoré, l'infatigable. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end à tous. Au revoir.